Bonjour, c'est Ismail Charkaoui pour Hub Advisor, l'outil de décision pour les dirigeants dédié à l'IT et au digital. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Serge Joucoz, ancien directeur de la stratégie de Renault et surtout ancien président de Renault Digital, qui va nous livrer son retour d'expérience sur Renault Digital, une des plus grandes digital factories jamais créées en France. On va parler d'Agile at Scale, du recrutement de 400 personnes, la relation avec les prestataires externes, notamment les cabinets stratégiques comme BCG, et ça se passe maintenant. J'ai passé 25 ans au sein de l'Alliance Renault-Nissan avec évidemment un long parcours, environ 15 ans dans des métiers de marketing et de commerce, plutôt 10 ans dans les métiers de stratégie. J'étais patron de la stratégie du groupe Renault. Comme dernière mission chez Renault, j'ai créé et j'ai dirigé Renault Digital, qui était la filiale que nous avons mise en place pour piloter la transformation digitale du groupe. Après avoir quitté Renault, j'ai créé une petite structure qui s'appelle Digit for Human, de façon à accompagner des organisations, des entreprises dans leur transformation, que ce soit une transformation organisationnelle ou une transformation digitale. J'accompagne à l'heure actuelle à la fois des grands groupes et des startups. Et par ailleurs, comme je vis en Irlande, je m'occupe d'une ferme depuis maintenant 1 an et demi, que je transforme peu à peu en permaculture. Et par ailleurs, j'interviens auprès de Hub Advisor comme conseiller auprès d'entreprises qui se lancent dans leur transformation digitale. Le constat, il a été fait de mémoire mi-2016, que l'entreprise était loin des standards de ce qu'on pouvait trouver dans d'autres industries en termes d'utilisation du digital, que ce soit d'un point de vue interne, en termes de productivité, en termes de mise à disposition de produits digitaux pour les collaborateurs, ou vis-à-vis des clients. Ça, c'était le premier constat. Ça avait été chiffré en termes de productivité pour l'entreprise, je reviendrai dessus, mais c'était le premier constat. Le deuxième constat qui avait été fait, c'est que Renault avait, comme beaucoup d'autres grands groupes, perdu totalement la maîtrise de son informatique. C'est-à-dire que la DSI était donneur d'ordre vis-à-vis de fournisseurs, mais les compétences en interne étaient extrêmement réduites, je dirais, dans le fait de faire, de développer des architectures, de développer des technologies. Le troisième constat qui avait été fait, c'est que cette absence de maîtrise aboutissait, en particulier sur tout ce qui était CRM, site internet, app client, vers des dérives à la fois en termes de coûts, en termes de délai et de qualité des produits finis. Pourquoi nous avons eu à le faire très rapidement? C'est que nous avons voulu, en fait, avoir une force de frappe suffisante en termes de développement produit pour pouvoir toucher l'ensemble des secteurs de l'entreprise. Plutôt que de commencer uniquement à travailler avec le commerce ou le marketing ou uniquement avec les équipes de production dans un cadre industrie 4.0, il a semblé à la direction générale de Renault qu'il était indispensable que l'on réussisse à toucher le plus vite possible l'ensemble des secteurs de l'entreprise. Et ça supposait fondamentalement d'avoir relativement rapidement environ 20 équipes de développement produit en parallèle. Est-ce que c'était une erreur? Probablement pas. Enfin, je pense qu'on a réussi à livrer, donc on a développé un peu plus d'une 50aine de produits, donc les résultats sont là. C'est sûr que ça aboutit à recruter un peu à marche forcée, donc à faire des compromis sur les profils. Mais grosso modo, on a quand même eu beaucoup plus de réussite en termes de recrutement, en termes de qualité de recrutement et de rétention des personnes que nous avons recrutées, que ça aurait pu, je dirais, le risque aurait pu être là. Donc non, fondamentalement, je pense que le fait d'aller vite pour un groupe de la taille de Renault, c'était quelque chose d'essentiel, de façon aussi à cristalliser un mouvement, c'est-à-dire de pas... Il faut trouver le bon équilibre entre le fait d'aller trop vite et le fait d'aller trop lentement et de ne pas avoir la dynamique qui permet d'entraîner l'ensemble de l'entreprise. L'autre raison pour laquelle nous avons voulu avoir une taille suffisante, c'était qu'un de nos rôles, c'était aussi de transformer la DSI. C'est-à-dire qu'il était clair que Renault Digital n'avait pas vocation à faire tous les développements pour l'ensemble de l'entreprise, on n'avait pas la force de frappe. Mais pour pouvoir jouer ce rôle de levier vis-à-vis de la DSI de Renault, il fallait qu'on soit quand même suffisamment important en termes de taille pour pouvoir entraîner ensuite la DSI de Renault.
Il n'y a pas de règle absolue. De façon très claire, il y a quelques critères. Le premier critère, c'est l'existence de données. Il y a un métier sur lequel les données sont difficilement accessibles, pas du tout structurées, voire incomplètes, ça va être très difficile d'avancer très rapidement. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'avoir une direction du métier, je dirais un métier qui y croit, un métier qui soit demandeur, qui accepte, d'investir du temps, parce que des produits digitaux, c'est pas de l'informatique. Évidemment, c'est un travail commun entre le métier et les équipes de développement, avec donc forcément un soutien de la hiérarchie pour que ça puisse avancer. Et un métier qui va accepter aussi toutes les transformations qui sont induites par cette démarche-là. C'est-à-dire que ça va avoir des impacts forcément sur les processus managériaux. L'autonomie d'un product owner, c'est quelque chose qui est nécessaire pour le succès du développement d'un produit, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est accepté spontanément par son management. C'est à plusieurs niveaux. Je pense que le premier grand succès, c'est qu'on a permis à Renault de se redonner une compétence et une maîtrise du digital et de façon plus générale de ces systèmes d'information. C'est-à-dire qu'on a remis au sein de Renault des compétences en termes de développement, en termes de data, en termes d'architecture, en termes de technologie. Le deuxième succès, c'est le développement de produits qui étaient absolument nécessaires pour l'entreprise, que ce soit des produits qui permettent à certains secteurs de l'entreprise de continuer en termes de performance, c'était en particulier le cas côté manufacturing, ou à terme côté ingénierie, parce que ça s'est tout de même fait, mais également côté commerce, puisqu'il y a eu une refonte totale des sites et des applications clients. Et je dirais le quatrième succès, c'est plus une question de mindset. On a eu un très gros travail de formation, en particulier, pas uniquement à destination des équipes produits, mais aussi à destination de l'ensemble de leur écosystème, en particulier leurs managers, pour faire comprendre ce qu'était le digital, ce qu'était une transformation digitale, et ce que ça impliquait en termes de comportement, en termes de mode de management vis-à-vis des équipes impliquées dans le développement des produits digitaux. Je pense qu'on n'a pas été suffisamment structuré sur la partie data. On a sous-estimé les difficultés qu'on pouvait avoir en termes de mise en place d'une architecture de data qui soit réellement solide. Et enfin, on a sous-estimé en particulier le temps que ça prenait. On n'a pas suffisamment poussé pour aller vite dans une bascule d'une architecture on-premise à une architecture cloud. L'ensemble de l'équipe de Renault Digital était absolument persuadé que de toute façon, c'était les directions qu'il fallait prendre. On a mis beaucoup de temps à convaincre la DSI et l'entreprise de le faire, donc ça a été un frein pendant un an, au moins un an et demi. Je dirais que ça entraînait également de toute façon tout un tas de freins sur la partie techno. Le deuxième regret, alors je parle en connaissance de cause parce que c'était mon ancien métier, je pense qu'on n'a pas suffisamment, enchaîné ce que nous voulions faire en termes de transformation digitale et la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que nous nous sommes appuyés sur des équipes métiers qui nous disaient voilà la roadmap dont nous voulons, mais s'assurer que ça découlait réellement des priorités stratégiques de l'entreprise. Dans certains cas, c'était pas clair. On a probablement mis des priorités sur certains produits qui n'étaient pas forcément les produits les plus prioritaires. C'est le deuxième regret. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des clés du succès d'une transformation digitale. C'est qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose à côté des priorités stratégiques de l'entreprise. Il faut que ça soit quelque chose qui soit au service des priorités stratégiques de l'entreprise. La solution idéale est probablement celle à laquelle on a abouti finalement d'ailleurs plutôt du côté 2019, donc la troisième année de financement, qui est de toute façon d'avoir une part du budget de la Digital Factory qui est financée par le corporate. Ça permet en particulier de financer des projets transverses, des produits transverses, pour lesquels aucun des métiers n'est prêt à forcément mettre la quote-part qu'il faut pour pouvoir financer le produit en question. Et ensuite, en effet, je dirais pour une autre part du budget,
d'avoir un financement par les métiers, c'est sain, ça oblige la Digital Factory quand même à écouter les métiers et à s'aligner sur les priorités des métiers. Un équilibre 50-50 serait probablement pas mal, mais avec une évolution à terme. Au démarrage, je pense que pour la première année, l'entreprise a tout intérêt à ce que ce soit un budget corporate pour pouvoir aller vite. Pour moi, il y a deux conditions. C'est un, ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin d'autonomie des équipes, ça répond à un besoin d'agilité, en particulier des équipes terrain. Ça répond à un besoin de proximité vis-à-vis des clients. Mais si le besoin n'est que de faire ça parce que le reste de la concurrence le fait, donc il faut absolument qu'on le fasse, ça n'a pas de sens et ça ne marchera pas. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, évidemment, ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut être accompagné, il faut avoir des conseillers extérieurs, ne serait-ce que pour pouvoir avoir un regard extérieur, un regard critique, éclairer les angles morts de l'entreprise. Mais il ne faut surtout pas que ce soit piloté par un cabinet extérieur. Je l'ai dit à l'époque, c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti de Renault, c'est que la transformation agile à scale était pilotée par le BCG de façon beaucoup trop forte. Il faut de toute façon qu'une transformation agile at scale soit quelque chose qui corresponde à un besoin de l'entreprise et sur lequel il y ait une réelle adhésion des équipes. Sinon, ça va être vécu comme une énième réorganisation, et une réorganisation en plus qui est lourde, donc qui peut être vécue comme traumatisante par les équipes. Les deux conditions pour que ça marche, un, c'est que l'engagement du cabinet de conseil soit sur une durée limitée, qu'il n'y ait pas un risque que le cabinet de conseil en fait, reste en double commande pendant trop longtemps. En ce qui nous concerne, chez le Renault Digital, en fait, les équipes du BCG sont sortis de Renault Digital au bout d'à peu près 9 mois. La deuxième condition, c'est que ce soit systématiquement de la co-construction et de la co-décision. C'est-à-dire que même dans les premières phases, même dans les premiers mois où en fait il y a beaucoup plus de personnes du cabinet de conseil que de personnes de l'entreprise au sein de la Digital Factory qu'on est en train d'essayer de monter, il faut systématiquement que les décisions qui soient prises soient des décisions qui soient prises en commun et qui ne soient pas en fait les décisions du cabinet de conseil seules. En particulier, et ça a été une chance qu'on a eue, on avait systématiquement une transparence totale sur les orientations qui étaient prises. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce qu'on peut avoir assez souvent dans les interventions des cabinets de conseil, des réunions, des discussions au sein du cabinet de conseil qui étaient inconnues de l'entreprise. Une transformation digitale, c'est quelque chose qui doit être au service des hommes et des femmes de l'entreprise, qui leur permettent de travailler mieux, dans de meilleures conditions, qui leur redonnent du sens en termes de travail, qui leur donnent accès à l'information dont ils ont besoin pour faire leur travail, mais également qui leur permettent de comprendre en quoi leur travail contribue à la réussite de l'entreprise. C'est ce que je dis à toutes les personnes avec lesquelles je travaille. Si vous considérez que votre transformation digitale, c'est uniquement une transformation techno, vous aboutirez tôt ou tard à un échec. Digit4Human elle a deux types d'activités. Un premier type d'activité qui est vraiment de l'accompagnement de transformation vis-à-vis d'entreprises qui se lancent dans la transformation digitale ou qui veulent comprendre comment le digital peut les aider dans une transformation organisationnelle ou une transformation managériale. Le deuxième volet de mon activité, à l'heure actuelle, plus à destination de petites entreprises ou de startups, c'est un rôle d'advisor. Donc j'accompagne en particulier à l'heure actuelle encore deux startups qui sont des startups digitales. Et pour leur permettre en fait d'avoir à la fois une meilleure définition de leur stratégie, donc c'est un rôle plutôt de conseil, de conseil en stratégie, mais également de les aider à mieux orienter leur approche des grandes entreprises, puisque en général les startups ont quand même du mal à comprendre comment une grande entreprise peut fonctionner. Chez Hub Advisor, fondamentalement, ma volonté, c'est de partager entièrement ce que j'ai pu accumuler comme expérience, évidemment, de mon activité chez Renault, à la fois comme patron de la stratégie et comme patron du digital. Mais c'est également de
partager ce que j'ai pu voir dans d'autres grandes entreprises au moment où j'étais à la fois d'ailleurs patron d'abord dans un premier temps patron de la stratégie et ensuite patron digital. Et c'est partager, c'est réussir à comprendre la problématique des entreprises clientes de Advisor, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de solution, unique, hein, c'est systématiquement des solutions propres aux entreprises qui doivent être mises en place. En fonction de leurs besoins, essayer de leur faire part de mon expérience et de leur permettre autant que possible d'éviter quelques pièges.